Imaginons un instant qu'on utilise un simple mètre-ruban pour mesurer la longueur d'une table en bois. Ouais, un truc classique. Voilà. Le processus est d'une simplicité enfantine. C'est simple, un mètre, c'est un mètre. C'est précis, c'est une donnée absolue. Absolument. La table, elle va pas s'agrandir ou rétrécir mystérieusement, juste en fonction de la taille de la chaise qui est posée juste à côté. La mesure est fixe, elle est fiable, et surtout elle dépend de rien d'autre. Et c'est un principe hyper rassurant pour l'esprit humain, ça. On a ce besoin viscéral que les choses soient mesurables, catégorisables. C'est clair. Avoir accès à une donnée absolue, c'est vraiment ce qui nous donne l'illusion du contrôle sur notre environnement, en fait. Ouais. Tant que le maître ruban ment pas, le monde nous paraît logique. Exactement. Sauf que, et c'est là que ça se corse, la difficulté commence dès qu'on quitte le domaine rassurant de la menuiserie, on va dire, pour plonger dans les mécanismes de l'esprit humain. Ah oui, là, le maître ruban, il explose en vol. C'est exactement ça. Quand on observe la manière dont les gens prennent des décisions au quotidien, ce repère interne se fragmente complètement. On entre dans une zone où l'absolu s'évapore totalement au profit du relatif. Et c'est un terrain glissant. Très glissant. Et c'est précisément le cœur de ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle exploration aux profondeurs, pour ceux qui nous écoutent. Je suis ravie d'être là pour en parler. Le thème qui nous occupe aujourd'hui gravite autour de notes fascinantes qu'on a épluchées, sur ce qu'on appelle souvent le côté obscur de la négociation. Notre mission, ça va être de démêler cette ligne extrêmement fine, presque invisible parfois, entre la simple influence et la manipulation pure et dure. Bon, décortiquons ça. Pour poser des fondations vraiment solides à cette discussion, il faut d'abord regarder le moteur invisible derrière pratiquement tous nos choix. D'accord. Qu'il s'agisse de persuasion douce ou de techniques vraiment agressives, tout, absolument tout, repose sur un seul principe psychologique. Un principe qui est omniprésent, Qui est? le contraste. Le contraste, c'est fou, parce que les sources qu'on a lues promettent que maîtriser ça rend l'art d'influencer quelqu'un beaucoup, beaucoup plus facile. Oui, c'est presque troublant de facilité. Mais avant même d'aborder les techniques de manipulation, je crois qu'il faut vraiment comprendre la faille biologique qui les rend possibles, non? Ce qui est fascinant ici, c'est que la clé de voûte de notre cerveau réside dans une incapacité fondamentale. C'est-à-dire que notre cerveau ne juge pas de façon absolue. Il compare. Il ne sait faire que ça, en fait. C'est ça. La perception humaine est strictement relative, par essence. Rien n'est difficile, coûteux ou inquiétant en soi. Ouais, ça dépend du contexte. Exactement. L'esprit évalue une information uniquement en s'appuyant sur ce qui vient juste de se passer avant. Isoler une donnée pour l'évaluer toute seule, notre biologie ne nous permet tout simplement pas de le faire. Pour vulgariser un peu ça pour notre audience, prenons une situation du quotidien. Imaginons quelqu'un qui passe 1 heure dehors, en plein hiver, à faire des boules de neige à main nue. Aïe, les mains doivent être congelées. Complètement engourdi. Et là, cette personne rentre et plonge instantanément ses mains dans une bassine d'eau à peine tiède. Le choc thermique. Voilà, son système nerveux s'emballe et l'eau va lui paraître littéralement brûlante. Alors que si elle sortait d'un sauna à 90 degrés, Ah bah cette même eau tiède lui paraîtrait glaciale. exactement. Pourtant, physiquement parlant, la température de l'eau n'a pas bougé d'un cheveu, c'est la même donnée absolue. Mais est-ce que ça veut dire que notre perception de la réalité est constamment piratable? Eh bien oui, totalement. L'évolution l'explique très bien. Le cerveau, c'est un organe qui consomme une énergie folle. Ouais, genre 20% de notre énergie, un truc comme ça? C'est énorme. Donc pour la survie de nos ancêtres, la nature a dû créer des raccourcis cognitifs. Évaluer chaque chose de façon absolue, avec une objectivité parfaite, ce serait un effort analytique et calorique ingérable. Il valait mieux réagir vite. C'est ça. Dans un environnement hostile, c'est infiniment plus efficace de juste dépecter les changements, les contrastes, remarquer qu'une ombre est plus sombre qu'une autre, pas de mesurer son opacité exacte. Donc, si je comprends bien, le corollaire moderne de tout ça, c'est que si quelqu'un arrive à contrôler le point de comparaison initial, La fameuse neige ou le sauna de ton analogie? voilà, s'il contrôle ça, il contrôle la manière dont on perçoit la réalité finale. Absolument, c'est le cœur du problème. Sans qu'on s'en rende compte, notre perception est vulnérable par défaut. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment cette mécanique, un peu abstraite, se matérialise dans la vraie vie. Les sources parlent d'une première méthode qui frappe directement au cœur de notre système nerveux. Oui, le contraste émotionnel, C'est la technique de la crainte suivie du soulagement. une méthode d'une efficacité redoutable parce qu'elle désactive carrément les fonctions supérieures du cerveau. Attends, vraiment? Oui, l'idée c'est de provoquer délibérément une chute émotionnelle brutale, tu as un gros pic d'anxiété, mais dans un seul but, offrir tout de suite après la remontée vers un état normal.
D'accord, je vois. Prenons l'exemple des notes parce qu'il est parfait. On est dans un open space, quelqu'un travaille tranquillement, et là son boss s'approche, prend un air super grave et lâche « il faut qu'on parle ». La fameuse phrase qui glace le sang. C'est ça. Et il laisse passer un gros silence de 3 secondes. Dans la tête de l'employé, c'est la panique. Rythme cardiaque qui s'accélère, main moite. L'esprit imagine le pire, le licenciement, la faute grave. Le cerveau génère une menace existentielle immédiate. Et juste au moment où l'angoisse est à son max, le boss sourit et dit « Rien de grave, j'ai juste un petit service à te demander ». Ce basculement est fascinant sur le plan neurologique. Quand on entend « il faut qu'on parle », c'est l'amygdale, le centre de la peur, qui prend le volant. Le fameux mode survie. Exactement. Et le cortex préfrontal, qui gère la logique et la critique, est mis en veilleuse. Le corps est inondé de cortisol. Ok, je saisis l'état de panique. Mais ce qui me pose question, c'est la suite. Quand la vraie demande arrive, et qu'elle est anodine, pourquoi on ne se met pas en colère? Comment ça? Le gars pourrait se dire « C'est n'importe quoi de me faire flipper comme ça pour un truc nul, fais-le toi-même ton dossier ». Mais au lieu de ça, la cible accepte avec une facilité déconcertante. Est-ce que ces quelques secondes de peur créent une sorte de dette émotionnelle? C'est une excellente façon de le formuler. C'est lié à la biochimie du soulagement. La biochimie du soulagement. Oui. Quand la menace disparaît avec le « rien de grave », le cerveau coupe net la production d'hormones de stress. Et il envoie une vague d'endorphine et de dopamine. Ah, la récompense. Exact. C'est tellement agréable que ça crée un épuisement cognitif temporaire. Le cerveau est tellement soulagé de ne pas être viré qu'il est beaucoup plus ouvert à accepter la petite demande. Ouais, il n'a plus l'énergie de s'opposer, quoi. C'est ça. Le contraste entre le pire scénario et la réalité brûle le jugement critique. Donc, si je résume, retirer une menace purement artificielle crée un vide et on le remplit avec de la gratitude. Le mot gratitude est parfait. On perçoit presque l'absence de catastrophe comme une faveur. Si on reprend ton maître ruban, si le boss avait demandé ça un jour normal, l'employé aurait évalué l'effort, le temps et aurait peut-être refusé. Mais là, le maître ruban est cassé. Complètement piraté. La pénibilité n'est plus mesurée dans l'absolu, elle est mesurée par rapport à la perte d'emploi imaginaire qu'il vient d'éviter. C'est machiavélique. On voit bien comment ce yo-yo émotionnel court-circuite toute la logique. Oui. Mais bon, ça demande un peu de jeu d'acteur, de créer du drame. Or, il y a une deuxième technique dans les sources qui est beaucoup plus froide, presque mathématique. Ah, tu parles de la technique du contraste d'échelle. Exactement, ce qu'on appelle la technique de la porte au nez. C'est une approche qui s'attaque à une autre faille du jugement comparatif, sans jouer sur la peur, cette fois. La porte au nez est donc... Comment ça marche exactement? C'est brillant, en fait. Le refus est littéralement le moteur de la manipulation. Tu fais une demande initiale absolument gigantesque, presque extravagante, En sachant très bien que l'autre va dire non. avec la certitude absolue d'un refus. La personne te claque la porte au nez. Et juste après ce rejet, avec beaucoup de calme, tu proposes une seconde demande. Qui était la vraie cible depuis le début. Exactement. Et qui, par contraste, semble beaucoup plus raisonnable. Prenons un exemple classique, genre l'immobilier. Un couple a un budget très strict de 200 000 € et ils veulent 0 travaux. Mission impossible pour l'agent s'il n'utilise pas le contraste. L'agent, du coup, il les emmène d'abord visiter une ruine totale, insalubre, affichée à 250 000. Le couple est scandalisé, refus catégorique. La fameuse porte au nez. Voilà. Et juste dans la foulée, il leur montre un appartement plutôt moyen, sans charme, mais à 205 000 €. Par rapport au taudis hors de prix d'avant, cet appart minable leur paraît soudain être une affaire en or massif. C'est l'illustration parfaite du dérèglement de l'échelle de valeur. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au niveau du cerveau? Pourquoi la deuxième demande paraît pas aussi lourde que si elle avait été présentée toute seule? Si l'on relie ça à une perspective plus large, c'est l'illusion d'optique mentale en pleine action. Face à la ruine, le cerveau place son curseur à l'extrémité du mot « inacceptable ». Il calibre la jauge très très haut. Ridicule. Donc ça marche souvent, comme le disent les textes. Très souvent. Et c'est redoutable. Mais attends, j'ai une question là-dessus. Je comprends que la demande paraisse plus petite. D'accord. Mais pourquoi on dit oui? Comment ça? Intellectuellement, l'option de dire non une deuxième fois, elle est toujours là, tu vois. Pourquoi la personne, qui vient juste de s'affirmer en refusant, capitule soudainement? Ah, l'explication se trouve dans notre héritage social le plus ancien. C'est la fameuse loi de la réciprocité. La réciprocité? Genre donnant-donnant? Exactement. L'être humain a survécu grâce à la cohésion tribale. Quand l'agent immobilier accepte ton refus et te propose un truc moins cher, ton cerveau interprète ça comme une concession de sa part. Ah ouais, il a fait un pas vers moi, donc je dois faire un pas vers lui. C'est exactement ça.
Il semble renoncer à son exigence initiale, donc la norme sociale fait que ton instinct tribal te hurle de faire une concession en retour. C'est dingue. Refuser une deuxième fois, ce serait presque briser la règle de la coopération humaine. Ça créerait un vrai malaise social. Voilà, la distorsion est double. Non seulement l'échelle mathématique est faussée par le contraste, la demande semble petite, mais en plus la pression sociale te force à rendre la fausse politesse. Alors que la concession de l'autre est purement théâtrale en fait. Totalement, c'était un leurre. La cible cède à la volonté exacte de l'influenceur depuis le début, tout en croyant faire un compromis. Waouh. Quand on rassemble toutes les pièces de ce puzzle, c'est assez effrayant. C'est le côté obscur, comme on disait au début. Oui, qu'il s'agisse de manipuler l'anxiété, puis de balancer du soulagement, ou bien de proposer l'impossible pour obtenir le possible. Au fond, tout se résume à une seule chose. Contrôler l'élément de comparaison dans l'esprit de l'autre. C'est ça. Celui qui contrôle le point de référence contrôle la décision finale. On est hyper fier de notre esprit critique, mais au final, notre jugement est aussi malléable que la sensation de froid ou de chaud dans cette fameuse bassine d'eau. C'est une vraie remise en question de notre rationalité. Et ça soulève une question importante pour conclure. Je t'écoute. Si absolument toutes nos décisions, tous nos soulagements, toutes nos acceptations sont dictées par ce qui a été dit juste avant, est-ce qu'il est seulement possible pour un être humain de prendre une décision qui soit véritablement et purement objective? Ah ça, c'est le vertige philosophique. Est-ce qu'on peut seulement évaluer une situation avec un détachement absolu? Je ne suis pas sûre que notre câblage neuronal nous le permette au final. L'objectivité pure n'est peut-être qu'une illusion rassurante. Eh bien, c'est une pensée incroyable que l'on va laisser en suspens. J'espère que ceux qui nous écoutent pourront méditer là-dessus lors de leurs prochaines négociations. Gardez ce doute méthodique à l'esprit, surtout si quelqu'un s'approche de vous en vous disant « il faut qu'on parle ». On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration. À bientôt!